Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a pas longtemps là, il y a un nouveau film My Little Pony qui est sorti sur Netflix. Il est sorti donc je mettrai la date là tout de suite là à l'écran. Donc voilà, c'est très récent. C'est un film qui normalement il devait sortir au cinéma à la base, mais finalement il a fini sur Netflix parce que Covid-19, on connaît la chanson maintenant, voilà. Mais quelque part, hein, s'il n'y avait pas eu cette foutue pandémie, je pense qu'il aurait clairement mérité qu'il soit au cinéma. C'est donc My Little Pony nouvelle génération. Comme son nom l'indique, on va donc avoir vraiment une nouvelle histoire, des nouveaux personnages qui donc on reprendra pas une histoire en plus avec les poneys la G4 quoi, la génération des années 2010. Je veux dire, cette série des années 2010 avait mis la barre assez haut quand même, hein. Je vais pas refaire l'histoire du phénomène que ça a créé. Du coup, on peut se dire, quitte à faire une nouvelle génération, une nouvelle continuité, tout ça, on se dit, mais il y a vraiment intérêt à ce que ce soit du même niveau au moins que celle de cette série des années 2010, quoi. Ce serait difficile du coup de retomber sur un truc plus bas de gamme, entre guillemets, je sais pas comment dire. Alors du coup, est-ce que ce film, qui normalement donnera lieu, c'est un peu l'introduction, on va dire, d'une future série avec cette génération là de poneys, est-ce que ce film est à la hauteur de ce qu'on a depuis à peu près 10 ans maintenant, 10-11 ans? Et franchement oui, clairement c'est au moins aussi intéressant, sinon plus. Déjà ce qui est clair, c'est que je trouve ce nouveau film plus intéressant en fait que le film My Little Pony de 2017, honnêtement. C'est pas qu'il était mauvais, mais bon, j'avais un petit peu fait ma critique vite fait de ce film de 2017 dans ma vidéo, là où je montre notamment une figurine de Fluttershy en version humaine, là, donc version Equestria Girls. Et ce que j'avais déjà dit à l'époque, normalement, c'était que ce film a une histoire qui est moins intéressante que certains épisodes qu'avait pu nous fourguer la série, quoi. Parce qu'il y avait vraiment des épisodes très très touchants, très émouvants, très intéressants au niveau de l'histoire et aussi de ce que ça peut apporter comme message, notamment philosophiquement. Moi je serais toujours marqué mais à fond par l'épisode de Fluttershy avec les ponillons. Alors je sais pas si est-ce que le scénario de cet épisode a raison, je veux dire, est-ce que le message philosophique est bon ou pas, est-ce qu'il est critiquable? Justement, je pense sincèrement qu'il pourrait y avoir des discussions, des trucs là-dessus. Enfin bref. Et donc, on va revenir à ce fameux film. Pourquoi il est plus intéressant? Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Mais d'abord, je vais vous parler un peu de l'histoire de ce film sans trop spoiler. Se dire, je vais pas aller plus loin que, je sais pas, on va dire 20-30 minutes de film. Je dis ça un peu au pif honnêtement, mais bref. D'abord, le contexte du monde dans lequel vit notre protagoniste principal, qui s'appelle Sunny d'ailleurs. Donc on est dans une ville de bord de mer, Port-Poney, qui est remplie que de poneys terrestres. Et tout comme dans la série de 2010, il y a aussi les Pégases et les licornes, mais contrairement à la série de 2010, elles vivent chacune dans un endroit différent du pays. Et les différentes espèces ne vivent pas du tout en harmonie les unes avec les autres. En fait, on découvre que chacune des espèces ont des préjugés les unes envers les autres. On a donc d'abord le point de vue des poneys terrestres. Sunny, c'est donc une poney terrestre, et donc la ville Port-Poney, c'est une ville de poneys terrestres, tout simplement. Donc du coup, on apprend aux enfants à l'école dans leur cours d'histoire que les Pégases et les licornes avaient voulu anéantir les poneys terrestres, rien que ça, à coup de rayons laser lancés par la magie des cornes pour les licornes, au passage.
Mais les poneys terrestres les auraient vaincus. Voilà, c'est leur histoire, leur espèce de roman national, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et donc plus tard dans le film, Izzy, qui est une licorne, incite même ses amis dans une chanson à arracher les pages d'anatomie, entre guillemets, c'est exactement ce qu'il dit dans la chanson, de leur livre, ce qui implique que même l'information scientifique est complètement biaisée quand ils parlent d'une espèce autre que celle pour laquelle ils sont destinés. Du coup, ça inculque aux enfants une espèce de fierté nationale, ou du moins en l'occurrence de race, entre guillemets. Il y a un peu des deux parce qu'ils vont me parler surtout des espèces, hein, les poneys terrestres, les pégases et les licornes, mais justement les trois ils vivent chacun de leur côté, donc même si c'est toujours à Equestria, a priori dans un seul et même pays, c'est un peu comme si ils étaient dans des pays ou des nations différentes, je sais pas trop comment dire. On découvre donc Sunny et ses deux amis, enfants, donc ça c'est le début du film, et surtout le père de Sunny, qui est une sorte de chercheur en histoire. Il raconte à sa fille des histoires qui se trouvent être celles des ponettes de la série de 2010. D'ailleurs, le film il commence par une petite intro en 2D avec les ponettes de cette série-là. Il a d'ailleurs sculpté des figurines de Twilight Sparkle et des autres. Voilà, le Main 6. Donc c'est rigolo, elles apparaissent quand même dans ce film en tant que figurines, mais en fait il raconte ça un peu comme des contes fictifs. D'ailleurs ses amis pensent que ça en sont. Toute cette histoire d'unité des poneys n'était qu'un conte pour petit poulain imaginé par ton papa. Les choses sont ainsi que tu le veuilles ou non, et ça ne changera jamais. Je suis le dernier ami qu'il te reste en ville. T'as envie de me perdre aussi ? Mais on voit qu'il possède une carte de Equestria de la série, qui semble être une carte historique ancienne. Les poneys de ce film semblent vivre dans un endroit différent, mais pourtant toujours appelé Equestria. Probablement que c'est pas une carte complète d'Equestria, en fait, la fameuse de la série de 2010. En vrai, je trouve que ça n'a jamais été très clair ce qu'était Equestria. Donc le père possède même une plume violette enfermée dans une cloche. Voilà, c'est un petit détail dans le décor assez sympa, qui pourrait très bien être une plume de Twilight. Donc cette histoire se passe un certain nombre d'années après, si ce n'est des siècles, après les Amis c'est magique. Malheureusement, son père meurt. Le film nous explique pas les causes de sa mort, c'est pas important de toute façon. On retrouve Sunny quelques années plus tard, en jeune adulte. Elle travaille visiblement pour un marchand de smoothies comme livreuse, et elle est devenue une sorte de militante qui a pour but de rapprocher les différentes espèces de poneys et aussi de casser cette espèce de nationalisme et de racisme où on voit clairement que dans leur culture, c'est ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, les autres espèces de poneys sont représentées comme des monstres effrayants. Ce poney est un anarchiste. Par exemple, il y a dans la scène de la première chanson dans la rue, elle est bourrée de petits détails qui passent très rapidement, qui montrent à la fois la frayeur et un peu la haine, on va dire, des autres espèces pour les poneys terrestres, quoi. Enfin, qu'ont les poneys terrestres. Mais bon, vu la société dans laquelle elle vit, même Sunny a des préjugés en vrai, comme on le verra plus tard dans le film. Sunny essaye d'infiltrer l'expo de Canterlogic. Elle est supposée livrer les smoothies là-bas, mais elle veut carrément infiltrer l'expo. Donc Canterlogic, c'est une entreprise gérée par Phyllis, qui est la mère de Sprout. Essayez de suivre le poney rouge ami de Sunny. Et donc, quand je dis infiltrer, c'est vraiment le mot, hein, parce que Phyllis l'a banni de cette expo. Pourquoi ? Parce que justement, Sunny, à chaque fois, elle veut donc l'infiltrer pour passer son message de paix, en fait, et de tolérance. Et pourquoi est-ce que ça générait Canterlogic ? Vous allez voir. Donc, en effet, cette entreprise développe des outils et machines supposées protéger les poneys terrestres des autres espèces. Des poneys comme eux. Au passage,
On n'est même pas sûr que l'une des espèces tente d'envahir le territoire d'une autre. Canterlogique offre donc la tranquillité entre guillemets et la sécurité, toujours entre guillemets, aux poneys terrestres. Ici, à Canterlogique, nous mettons tous nos soins à assurer la sécurité de tous nos fidèles clients. D'ailleurs, je vous jure que le slogan qu'aime bien répéter Phyllis, c'est Être effrayé, c'est être préparé. Oh oui, j'adore. C'est exact. Alors que le... Et dès que j'ai entendu ça pour la première fois, mais j'avais envie de lui répondre. Ouais, c'est ça. La sécurité, c'est la première des libertés. La sécurité, c'est la première des libertés. Toujours en La avant, première des libertés, c'est des la libertés et sécurité. des injustices. Et fun fact, Phyllis doit être aussi une grosse capitaliste qui doit accepter l'argent d'où qu'il vienne, parce que son entreprise fabrique même des trucs contre les poneys terrestres. Alors qu'elle est elle-même une poney terrestre donc. Cependant, l'invention qu'on voit contre les poneys terrestres, c'est juste un ensemble de ballons pour leur échapper. Donc comme par hasard, c'est la seule invention non technologique de l'expo. Mais n'empêche, son avarice va entraîner un running gag tout au long du film. Sony essaye donc de faire un discours d'appel à la paix et à la tolérance, mais bien sûr c'est un fiasco. Mais un peu après s'être fait jeter de l'expo, une licorne du nom de Izzy arrive en ville. Elle se montre très amicale, mais elle provoque une panique dans toute la ville. C'est un peu une Pinkie Pie dans l'âme, mais avec la naïveté que peut avoir Fluttershy. Sony pense que les Pégases ont également de la magie, donc voler semble être un pouvoir magique dans ce film, malgré que les Pégases ont des ailes. Et Izzy et elle décident donc d'aller dans la montagne où elles vivent pour essayer de comprendre pourquoi la magie des licornes a disparu. Soi-disant, les Pégases pourraient apporter des infos là-dessus. C'est ce que Sony pense, quoi. Les Pégases, donc, elles vivent dans une ville qui est située dans une montagne. Donc voilà, ça c'est l'histoire du film. Enfin, c'est le synopsis, on va dire. Donc vous l'aurez compris, c'est un film qui traite donc beaucoup de tout ce qui est préjugé, mais en fait, pour moi, c'est un film antiraciste. Voilà, tout simplement. Évidemment, les préjugés, je vais les énoncer de toute façon. C'est beaucoup des trucs assez fictifs, on va dire. Mais voilà, on comprend un petit peu ce que le film veut faire, quoi. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, chaque espèce ont des préjugés sur les autres espèces. Donc voilà les préjugés sur les licornes. Donc j'avais dit tout à l'heure, là, elles seraient capables de balancer des rayons laser avec leurs cornes. Ce qui sous-entend qu'elles pourraient être assez dangereuses pour les poneys terrestres. Elles seraient aussi capables de lire dans les pensées. Bien sûr. Et attention quand tu prends cette chose. Pourquoi? Eh bien, j'ai pas trop envie d'être électrocuté par un rayon laser. Mais bien sûr, tu dois déjà le savoir. Tu lis probablement dans mon esprit depuis le début. On sait pas d'où ça sort, mais il y a des préjugés qui se sont donc construits comme ça avec le temps. Donc c'est intéressant ça aussi. Sûrement parce que justement, ils sont plus ensemble. Ils sont chacun de leur côté. Elles aimeraient les objets brillants. Bon, parce qu'il y a plein de cristaux là où vivent les licornes, peut-être, je ne sais pas. Des cristaux. Des cristaux. Des cristaux. Des cristaux. Elle est au courant qu'on n'en cherche qu'un seul, hein? Elles seraient enragées, elles auraient une grande corne en avant, une langue de serpent et des dents acérées. Alors quand même, j'ai l'impression que certains clichés, on pourrait un petit peu les comparer plus ou moins à des clichés réels sur d'autres catégories de population dans le monde réel, quoi. Elle couperait les sabots des autres espèces pour n'en faire qu'une bouchée, entre guillemets. Voilà, citation de l'une des chansons du film. Rien que la façon dont c'est dit, c'est pas innocent. Elles seraient toutes des tricheuses. Et il y a un truc assez ironique. Izzy, la licorne, donc l'une des personnages principales, donc elle a 2 chansons, je crois, pour elle. Dans la deuxième chanson qui se passe chez elle, Izzy, bizarrement, a sa propre vision caricaturale de comment sont les licornes. Donc ça veut dire elle a des auto-préjugés. Ce qui est réaliste aussi, pour le coup.
Et voilà, pour elles, les licornes seraient des agents secrets. Elles auraient toutes la même façon de marcher, de parler, de faire des paniers de basket, oui, ou autre truc. Et elle les apprend aux autres protagonistes du film qui sont donc des poneys d'espèces différentes. Je vous dis pas pourquoi, parce que ça spoilerait un peu, mais c'est pas dans une volonté de balancer des clichés racistes chelous dans leur gueule. C'est l'une des chansons du film. Rien que voilà, la façon dont c'est dit, c'est pas innocent. Elles seraient toutes des tricheuses. Et il y a un truc assez ironique. Izzy la licorne, donc l'une des personnages principales, donc elle a 2 chansons, je crois, pour elle. Dans la deuxième chanson qui se passe chez elle, Izzy, bizarrement, a sa propre vision caricaturale de comment sont les licornes. Donc ça veut dire qu'elle a des auto-préjugés. Ce qui est réaliste aussi, hein, pour le coup. Hein. Mais voilà, pour elle, les licornes seraient des agents secrets. Elles auraient toutes la même façon de marcher, de parler, de faire des paniers de basket, oui, ou autre truc. Et elle les apprend aux autres protagonistes du film qui sont donc des poneys d'espèces différentes. Je vous dis pas pourquoi, parce que ça spoilerait un peu, mais c'est pas dans une volonté de balancer des clichés racistes chelous dans leur gueule, c'est un autre contexte. Donc les préjugés sur les poneys terrestres. Tu fais quoi là? Tu sens pas? Merci. Hein, quoi? On m'avait dit que les poneys terrestres sentaient la sardine pourrie, mais non, tu sens rien. Qu'est-ce que les licornes disent d'autre sur les poneys terrestres? Ah, juste que vous êtes paresseux et vous êtes pas les cristaux les plus brillants de la forêt. Charmant. Non, ça on le dit pas. Une Pégase dit d'ailleurs que leur cerveau serait minuscule, donc voilà. Alors du coup ça va être les mêmes clichés potentiellement que peuvent avoir 2 espèces sur une espèce en particulier. En même temps ça va plus loin, vous allez voir. Préjugés sur les Pégases. Donc ils seraient méchants, ce seraient des brutes sans merci. Alors là Izzy elle dit un truc un peu bizarre dans sa première chanson. Les nuages pourraient les pégasifier. Voilà. Aussi, elle pourrait voler la luminescence. Alors ça, c'est un terme un peu flou, toujours employé par Izzy tout au long du film. Luminescence, tu sais, ta brillance, la tienne est couleur lavande. Et plus grand est ton bonheur, plus ta luminescence s'étincelle. En fait, Izzy, l'une de ses fonctions dans le film, c'est beaucoup elle qui va faire comprendre aux spectateurs et spectatrices que les différentes espèces de poneys ont des clichés les uns sur les autres. Elle va balancer beaucoup de clichés vers le début du film en gros. C'est pas dans la même séquence que ce que je disais tout à l'heure, donc là c'est vraiment des clichés vraiment en mode raciste là pour le coup. Sur les autres, elle met bien en lumière le fait qu'il y ait des clichés les uns sur les autres quoi. Donc c'est pour ça que je la cite beaucoup. Donc on en était où? Les Pégases. Alors eux aussi, les Pégases, sont tirés le poisson. Voilà, deuxième chanson de Izzy. Donc, ça veut dire qu'il y a donc des clichés qui peuvent se retrouver sur plusieurs espèces de poneys. Mais là du coup, à chaque fois, c'est donc Izzy la licorne qui aura balancé le même cliché sur 2 espèces. En gros, tout ce qui n'est pas une licorne, pour elle, elle a entendu que ça pue, littéralement. Aussi, les Pégases dévoreraient leurs petits. Voilà, ce serait vraiment les plus gros monstres, les Pégases. Ouais, c'est ce que je disais après dans mes notes. Hein. C'est drôle de voir que certains clichés se retrouvent dans plusieurs espèces. Sinon, il y a des remarques générales. C'est que on a globalement une société plus moderne que dans Friendship is Magic. En fait, bon, en vrai, ça dépend justement de quelle espèce de poney on parle. Voilà, chaque espèce de poney a un niveau d'avancement technologique différent. Donc les poneys terrestres, de leur côté, elles semblent être au maximum dans les années 90, on va dire, voire 80. Quand on voit l'usine de Canterlogic avec ses écrans tubes cathodiques quasiment monochromes. Les Pégases sont les plus avancés technologiquement. Donc c'est-à-dire qu'ils vivent dans une ville moderne style New York avec ironiquement un style Grèce antique parce que les Pégases, voilà. Mais avec des écrans géants et même des smartphones où ils peuvent faire des lives.
Donc ça, bon, à la limite dans les années 80 il y avait déjà plus ou moins ce type de décor à New York, mais ce que je veux dire c'est que vraiment c'était pas autant le cas chez les poneys terrestres. En même temps, faut dire aussi que la ville des poneys terrestres, bon c'est une ville de quelconque entre guillemets en bord de mer, là où la ville qu'on voit dans côté Pégase dans le film, c'est probablement la capitale de leur coin, c'est là où il y a la famille royale. Donc la reine avec le château, tout ce qui va avec. Donc c'est ça aussi. Rien que pour ça, il faut s'attendre à quelque chose de bien développé, quoi. Donc autrement dit, les Pégases sont à l'époque de maintenant, mais dans une grosse ville par contre. Et ironiquement, par contre, leur protection anti-licorne se résume à une balle de tennis placée sur leur corne. Véridique. Nous les avons maîtrisés, Votre Altesse. Et nous avons déployé le bouclier. En fait, c'est clairement l'espèce dominante, car ils ont une reine avec une princesse popstar et dans un grand et magnifique château comme je le disais. Les licornes à l'inverse vivent dans la forêt et sont technologiquement en retard par rapport aux autres. En fait ils en sont probablement restés au même stade que dans la série de 2010 niveau technologie. Je pense que le truc le plus technologique de la série de 2010 c'était le tourne-disque. Ils avaient un peu d'électricité mais sans plus. Je sais plus avec quoi ils s'éclairaient dans la série, mais bref. On peut aussi remarquer donc leur aspect dépressif qu'ils ont. Ils s'expliquent peut-être par la perte de leur magie, mais ils doivent vraiment en être nostalgiques car pour autant ils ne l'ont pas remplacé par la technologie du coup. Est-ce qu'ils n'ont pas eu accès à la techno? Est-ce qu'ils se disent bah non, nous on fonctionne à la magie, donc si on n'a plus de magie, c'est pas qu'on peut plus fonctionner, mais presque. Ou alors ils savent pas trop faire sans magie, je sais pas. C'est peut-être ce qui leur permettait de se développer pendant un moment, économiquement tout le bordel, mais qui peuvent plus parce qu'ils ont plus leur magie. Sinon, autres infos sur la société des Pégases. C'est que malgré leur société technologiquement avancée couplée de leur propre racisme, évidemment, ils n'ont pas l'air d'inventer des machines de protection contre les autres types de poneys, contrairement à Phyllis, donc la directrice de Canterlogique là. Hein. En fait, la reine a une autre tactique. Elle fait croire au peuple Pégase que seule la famille royale s'est volée. Ce qui est faux, mais cela avait l'air particulièrement vrai lors de la première apparition de Zip, hein, qui est l'une des protagonistes, l'une des personnages principales, qui est donc une Pégase. Bon, dans une scène du film, on peut comprendre qu'elle a trouvé une astuce qui faisait que ça avait l'air particulièrement vrai, mais j'ai pas vraiment trouvé ça crédible en fait, mais je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Avec leur machine là, anti-Pégase et anti-licorne. Mais c'est pas non plus pareil que l'admiration qu'il y a pour la famille royale. Surtout la princesse popstar, instagrammeuse et tout, forcément on voit elle a beaucoup de fans. Des jeunes, surtout des jeunes, des enfants, c'est très réaliste là aussi. Autres infos, cette fois sur la société des licornes, c'est une preuve que la magie est capitale pour leur développement. Non seulement leur techno est resté à l'époque de la série, mais en plus, ils semblent assez pauvres. Certains perdent leurs biens en perdant des paris contre le gérant du bar, enfin, du salon de thé, My Little Pony, tout ça. Et un des objets de sa collection d'objets gagnés lors des paris étant une tétine. Ouais, c'est petit détail dans le décor, mais c'est intéressant. Ça montre que certaines licornes semblent obligées de mettre en jeu des objets de première nécessité pour survivre. Voilà, on sait pas, mais imaginez en fait qu'une maman, ou un papa d'ailleurs, il met en jeu la tétine de son bébé pouliche, quoi. On sait pas, peut-être que l'enfant avait encore besoin de sa tétine à ce moment-là, c'est possible. Donc rien que la présence d'une tétine comme ça dans les objets pariés, ça peut sous-entendre quand même pas mal de choses. D'ailleurs, ce gars, donc le patron du bar là, il semble être le seul de Bris de Bois, donc c'est le nom de la forêt des licornes, à posséder un objet contenant de l'électricité, à savoir une parodie mécanique d'un Dance Dance Revolution. Il faut quand même de l'électricité pour allumer les sabots sur lesquels il faut marcher pour danser et pour envoyer la musique, parce qu'il y a des enceintes sur l'appareil. Mais sinon, tout ce qui est l'apparition des sabots sur lesquels il faut danser et le comptage de points, on voit que c'est fait de manière mécanique.
Donc bref, est-ce que c'est un bon film? Ben oui, franchement je le trouve excellent. Je vais vous parler des plus et des moins. Donc les plus, bon j'en ai noté qu'un seul mais il y en a plein. Celui que j'ai noté c'était vraiment le truc qui fait le film qui est particulièrement marquant et d'autant plus pour un film My Little Pony. C'est à quel point l'antiracisme est central et aussi un petit peu d'antifascisme parce que j'en ai pas parlé parce que ça se déroule plus tard dans le film, donc spoiler, mais il y a aussi un aspect un peu comme ça, un peu antifascisme, voilà, avec l'un des personnages. Et puis après, tout ce qui est décor, graphisme, voilà, c'est très beau, l'animation. Ça c'est très rythmé. Les musiques aussi, les chansons sont très bien. À la limite, bon, il y en a qui pour moi sont plus marquantes que d'autres. Mais la première chanson du film chantée par Sunny, il y a vraiment le côté vibe positif que pourra envoyer comme ça. C'est un peu ce qu'on imagine de l'univers Mon Petit Poney. Voilà, on a une jolie musique, c'est bien chanté par la comédienne, du moins en VF, moi je l'ai vu en VF. La VF d'ailleurs, elle me paraît tout à fait bonne. Et la deuxième chanson qui pour moi m'a marqué, c'est justement lié à l'antifascisme d'ailleurs. Justement, donc parce qu'il y a l'un des personnages, côté poney terrestre, met en place tout un système très autoritaire pour, entre guillemets, en finir une bonne fois pour toutes, pour les poneys et les licornes. Et donc il y a une chanson à ce moment-là qui est assez marquante aussi. En plus de ça, c'est superbement bien mis en image. C'est vraiment génial quoi. Donc on va dire que j'ai fait le tour des plus. Après les moins, bon, pour moi j'ai pas vraiment de points négatifs. En vrai j'ai un petit truc, c'est plutôt, vous allez voir. Et à un moment donné, j'ai cru que Sunny était la seule à avoir une marque de beauté et que du coup c'était probablement un tatouage. Et ça aurait été intéressant que leur marque de beauté n'apparaisse plus vu qu'il n'y a plus de magie. Ça aurait voulu dire que Sunny s'était fait un tatouage pour montrer qu'elle croyait aux recherches de son père. D'ailleurs, sur le plan du vieux Equestria au début du film, celui qui montre l'Equestria de la série de 2010 quoi, il y a même des post-it avec les dessins des marques de beauté de certaines des poneys de la série de 2010. Il y a celle de Twilight, celle de Fluttershy notamment. Celle de Pinkie Pie aussi. Mais c'est plus une occasion manquée qu'un vrai point négatif, du coup. Donc, mais si le vol des Pégases existe par magie, on pourrait penser que l'apparition des marques de beauté se fait par cette même magie. Mais non, les marques de beauté, ça continue d'arriver visiblement. J'ai pas écrit de conclusion dans mes notes, mais je pourrais vite fait l'improviser parce que j'y pense depuis un petit moment. Au moins depuis que j'ai écrit ces notes. En vrai, c'est que déjà on s'attend pas forcément, même aujourd'hui, malgré tout ce que cette série qu'on a eu pendant cette décennie aurait pu nous offrir comme surprise, on s'attend pas forcément à ce que ça arrive à traiter comme ça d'antiracisme et un peu d'antifascisme. C'est vraiment une belle bonne surprise. Alors, évidemment, ça reste quand même un film pour enfants, pour jeunes enfants. Donc on pourrait au pire se dire que c'est fait de manière un peu convenue entre guillemets. Mais franchement, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que c'est si convenu que ça, à force? Quand on voit la montée de l'extrême droite, le fait qu'il soit de plus en plus présent, décomplexé dans les médias, c'est peut-être de moins en moins convenu finalement comme film. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette critique. Donc vraiment, regardez-le, évidemment. Il vaut vraiment le coup. Il est très marquant. Comme je le disais, ça se déroule des années, peut-être des siècles après la série de 2010. Mais si vous n'avez pas vu cette série de 2010, c'est pas grave du tout. Parce que déjà, quand j'avais vu le film, j'avais pas compris que vraiment ça se passait des années après. Enfin, j'avais le doute au début du film. Et puis j'en avais conclu que c'était vraiment un conte raconté par le père de Sunny. Sauf que j'avais oublié qu'il y avait par exemple la carte d'Equestria, les marques de beauté. Donc en fait vraiment le mec il faisait des recherches sur l'histoire d'Equestria. Même s'il raconte ça à sa fille comme des contes de fées,
Dans l'univers de ce film, ça s'est vraiment passé il y a des années, on sait pas trop il y a combien de temps. Mais bref, ça reste une porte d'entrée, il n'y a pas de souci. Si vous avez pas vu cette série-là, c'est pas important. On va dire que c'est les références à la série de 2010 et plus en sous-texte. On va dire, comprendre des petites choses si on l'a vu, mais des choses, comme je le disais, en sous-texte. Donc, pas tant sur l'histoire principale du film. Et aussi d'ailleurs ce film, ce sera non seulement une belle porte d'entrée à l'univers My Little Pony, mais aussi ça fait une belle introduction donc à visiblement la future série qu'il devrait y avoir sur cette génération là de My Little Pony. Donc normalement la série va se dérouler après les événements du film, d'après ce que j'ai pu lire. Ça donne envie de voir ce que ça donne. Bon, ben dans ce cas-là, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça fait vraiment une critique sociale? Est-ce que vous avez l'impression que c'est juste un film pour enfants avec un message convenu de chez convenu et rien de bien important? Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et bien je vous dis cordialement.